Mais il n'y a pas de législation puisqu'ils sont attentifs. Ils n'ont rien fait. Il y a eu des missions parlementaires, des missions d'enquête parlementaire qui ont révélé un certain nombre de scandales et on ne voit pas la suite. Il y a le fait que des promoteurs immobiliers accaparent de plus en plus donc, des terres qui normalement sont des terres liées à l'agriculture ou réservées à l'agriculture, laquelle l'agriculture périurbaine a été supposée nourrir un peu la ville. Alors, comme les gens sont frappés par la pauvreté, notamment certaines couches sociales traditionnelles, elles n'hésitent pas à la tentation de brader ces terres-là contre des revenus immenses, au détriment parfois même des citoyens qui vivent là, et au détriment de ceux qui vivent par exemple dans les zones non loties. Je ne suis pas contre les promoteurs immobiliers, moi je suis un libéral, donc je pense que c'est un secteur dans lequel il faut aider les gens à prospérer, d'autant plus qu'ils apportent une offre au logement. Mais en même temps, on doit veiller à ne pas pénaliser les pauvres citoyens qui, eux, n'ont pas les moyens d'acheter les villas que ces gens construisent. Il faut un équilibre pour être beaucoup plus juste et équitable. Je suis d'accord qu'il faut développer la production rizicole et que notre riz local soit valorisé et qu'on n'ait pas besoin d'importer du riz qui, d'ailleurs, souvent est traité chimiquement et de manière industrielle et, par exemple, contient beaucoup de glycémie, ce qui n'est pas bon pour la santé. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on ait une approche qui consiste à développer donc, la culture rizicole locale pour faire en sorte qu'on puisse combler un peu le déficit qui nous oblige à importer. Mais vous savez, ce gouvernement sortant et ce candidat sortant, ils sont très forts dans les annonces. Maintenant, je ne vois pas de stratégie et je ne vois pas de résultats. Si tel est le cas, on doit multiplier, par exemple, on doit multiplier les zones de production. Je n'en vois pas. En dehors de la zone de Bagré, qui est la plus intense, je n'en vois pas. Un peu dans la vallée du Cou. Mais quand on dit qu'on doit faire quelque chose, on doit se donner les moyens. Et c'est là où ça pêche un peu de leur côté. Ils annoncent des choses, mais vous ne voyez pas la trajectoire stratégique qui permettrait d'y arriver. Sinon, je suis tout à fait d'accord qu'il faut avoir cet objectif-là parce qu'il faut que nous cessions d'importer le riz de l'extérieur si nous pouvons le produire à l'intérieur ici. Bon, il y a beaucoup de choses qui, de mon point de vue, doivent être faites pour développer le secteur agricole. D'abord, il y a une notion dans laquelle il faut qu'on sorte. Être agriculteur doit devenir un métier choisi, pas un métier subi. Aujourd'hui, en fait, dans les campagnes, on va au champ et on devient agriculteur parce qu'on n'a pas réussi à avoir autre chose. Dans une famille qui a des champs, les enfants qui ont réussi, eux, ils sont ailleurs. C'est ceux qui n'ont pas réussi, qui sont restés au village là, eux, ils sont au champ. C'est une vision un peu négative de l'agriculteur. On doit arriver à une situation où l'agriculture est un métier choisi, premier élément. Deuxièmement, je crois qu'ils auraient dû, ce gouvernement sortant et ce candidat sortant, revoir la question foncière, de fond en comble. Et faire en sorte que la terre devienne un actif, parce que financier, avec lequel le propriétaire peut aller accéder à un crédit. Mais pour ce faire, il y a un traitement à faire, qui est un simple bornage. Vous voyez, j'ai un économiste là qui a dit que si vous lotissez tout le territoire d'un pays, le PIB est multiplié par 5 ou 10 immédiatement. Parce que quand vous lotissez une zone, elle prend immédiatement de la valeur. Il faut que l'on arrive à ça, que le paysan ou l'agriculteur qui a choisi son métier puisse avoir la terre comme étant un actif. Et que peut-être en s'associant avec plusieurs autres, il peut offrir ça en garantie pour avoir un prêt à la banque et financer son développement. Deuxième élément. Troisièmement, il y a la question de la mécanisation. Il faut un tracteur, un village, un tracteur. Comme on l'a fait en Chine. Ce n'est pas possible qu'on continue à sillonner nos campagnes et qu'on voit des gens avec la houe et la d'abord, ce n'est pas possible. Non. Même la charrue, il faut des tracteurs. Et je dis que nous allons lancer un programme, un village, un tracteur, qui sera acquis de manière collective, dans le cadre de la création de ce que j'appelle les sociétés rurales de production agricole, qui permettront à ce que le tracteur soit là pour faire le travail et donc éventuellement à s'assurer que tous les champs sont bien organisés, sont bien traités. Et puis il y a enfin la question de ce que nous produisons. Il y a deux catégories. Il y a tout ce qui est vivrier et puis tout ce qui est exportable parce que de rente. Le riz, le maïs, le niébier, ça c'est des choses que nous consommons. Mais par exemple, on doit pouvoir avoir d'autres cultures
qui sont des cultures de rente. Je n'ai pas dit de délaisser les cultures vivrières, mais il y a des choses que nous pouvons produire, par exemple, pour les exporter à l'extérieur. Moi, l'exemple là, très récent d'une connaissance au Kenya qui a signé un contrat avec les Chinois pour livrer, vous savez quoi, du piment. 500 millions de dollars le contrat. Parce qu'il y a des choses que les autres consomment que nous on peut produire et exporter pour avoir des revenus. En même temps qu'on fait du côté tout ce qui est riz, sorgho, maïs, petit mil, riz, etc. pour la consommation quotidienne. Je trouve qu'on ne diversifie pas après suffisamment ces cultures de rente-là. La seule culture de rente qu'on a aujourd'hui, c'est le coton. Bon, il y a le sésame que certains exportent, les fruits comme l'anacarde et tout ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire qui peuvent être des sources de revenus donc, pour nos paysans et donc contribuer à lutter donc, contre la pauvreté. Je pense que c'est un secteur où on a besoin de nouveaux acteurs qui viennent. Tous les pays sont passés par là. Là aussi, il ne faut pas que l'élevage chez nous soit l'élevage par défaut. Donc je suis en brousse, je n'ai rien à faire, je suis agriculteur, donc j'élève quelque chose. Non, il faut que ça devienne une activité par définition. Et que peut-être ceux qui sont de manière informelle, là, on les forme, on les encadre pour qu'ils montent à une échelle donnée, qu'ils soient un peu industriels, voilà, qu'ils aient des enclos bien organisés, des sites bien étudiés, qu'il y ait des manières un peu modernes de gérer tout ça, qu'il y ait des inséminations qui permettent que ça se reproduise beaucoup plus vite, etc., etc. Parce que comme nous sommes dans un pays, et je me répète, à grosse démographie, trouver de la viande à manger, par exemple, va être de plus en plus un défi. Moi, je suis surpris de voir qu'il y a des villages où le poulet coûte aussi cher, sinon plus qu'à Ouagadougou. Oui, parce que les gens délaissent un peu l'élevage pour aller travailler sur les sites miniers et autres. Donc, il faut qu'on ait une politique qui incite un certain nombre d'acteurs. Et ça a été comme ça dans tous les pays. Voilà, ce n'est pas pour rien que si au Brésil, ils vous envoient des carcasses congelées qui viennent échouer sur les ports de l'Afrique de l'Ouest ici, mais c'est parce qu'il y a eu toute une politique qui a fait en sorte que des acteurs ont été encadrés et sont devenus des opérateurs économiques dans ce domaine-là. C'est vers ça qu'il faut tendre. Voilà. Sinon, vous savez, quand on regarde un peu la manière dont nos campagnes évoluent, Dieu merci, bientôt 100% des enfants iront à l'école. Et le rêve de tout parent en campagne, il ne rêve pas que son fils soit agriculteur, parce que pour lui c'est une déchéance, ou son enfant soit agriculteur. Il rêve que son enfant ait des diplômes et aller autre chose. Mais parce qu'il n'a pas compris qu'on peut être diplômé et être agriculteur. Voilà. Or, donc on est agriculteur par défaut. Voilà. Si on arrive à faire en sorte qu'on renverse cette vision-là, on aura des gens qui sont formés techniquement, mais qui s'installent comme agriculteurs, comme dans les pays développés. Et là, on sera à même d'atteindre un niveau de production qui n'est pas celui que l'on atteint aujourd'hui. Et moi, je rêve d'agriculteurs qui auront la licence en technique agricole. C'est comme ça que le monde avance. Et qui retourneraient. Et là, c'est un appel que je lance aussi à ce que je peux appeler nos intellectuels, ceux qui ont fait des études. Ça, c'est des secteurs où on doit savoir qu'on peut étudier là, revenir travailler, bon, sans avoir de complexe. Mais les gens pensent qu'il faut avoir un diplôme, passer le concours d'une grande école, les NAM, ceci, devenir une fonction publique, parce que c'est ça qui est valorisant. Alors que dans le secteur agricole ou de l'élevage, on doit avoir des hommes et des femmes qui, ayant eu cette formation-là, au lieu de servir comme technicien supérieur dans un ministère, s'installent comme agriculteurs ou comme éleveurs. Et là, ils vont apporter avec leur connaissance une nouvelle dimension. Si cette génération est motivée pour faire ça, vous allez voir comment on va quintupler et même plus la production à la fois de ces deux secteurs-là et que notre pays va être un pays d'abondance à ce niveau. Mais tant qu'on le laisse et que c'est un métier par défaut pour celui qui n'a pas pu avoir son diplôme et qui est obligé de se au village, il y a des barrières qu'on ne franchira pas.